Bonjour à tous. Alors, je vais corriger l'examen d'algèbre de la session ordinaire pour les sections SMPC de la faculté des sciences d'Oujda, session ordinaire février 2021. Alors, nous avons un exercice sur les espaces vectoriels. On nous donne un sous-ensemble de R3 et on nous demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Voyons la solution de cette question. Alors, il y a deux façons de le faire. La façon classique est de démontrer la stabilité de l'addition et la stabilité de la loi externe, la multiplication par un lambda et un vecteur U doit être stable si U appartient à ce sous-ensemble U et lambda un réel. Et puis, il faut bien sûr tout d'abord bien voir que U est non vide et il contient l'élément neutre, par exemple l'élément neutre de R3. Alors, si je prends deux vecteurs de R3 avec ses composantes x, y, z, x', y', z', qui appartiennent à U, est-ce que leur somme appartient à U? Alors, pour appartenir à U, il vérifie l'équation de définition de U. Donc, nous avons x plus y moins z égale 0. De la même façon, pour V, il vérifie cette équation. Et vous avez x' plus y' moins z' égale 0. Alors, si j'additionne ce 0 avec ce 0, je vais trouver 0 égale cette expression, la somme de ces deux parenthèses. Et puis, grâce aux propriétés de l'addition, associativité, commutativité, je peux l'écrire sous la forme x plus y' moins z plus z'. Ce qui veut dire que l'élément U plus V, parce que c'est ça les composantes de l'élément U plus V, vérifie l'équation d'appartenance à U, parce que on a leur composante vérifie cette propriété, ceci est égal à 0. Et donc la somme U plus V appartient à U. De la même manière, si je prends un élément quelconque U dont grand U, il vérifie l'équation de définition de grand U. Et si je prends un réel, alors juste en multipliant cette équation par lambda, je vais trouver lambda x plus lambda y moins lambda z égale 0. Donc, l'élément lambda multiplication externe par U, qui est lambda x, lambda y, lambda z, appartient à U. Ainsi, U est stable par addition et multiplication externe, et il est non vide, donc c'est un sous-espace vectoriel. Alors l'autre méthode que je vais présenter, que je préfère, moi, surtout quand on vous donne, montrer que c'est un sous-espace vectoriel et trouver une base. Alors ça, c'est très utile. Regardez, on l'a déjà fait, cette méthode, plusieurs fois dans les solutions, que ce soit des exercices de TD ou bien des examens de l'année précédente. Alors, je prends un élément de U, de grand U, qui a des composantes x, y, z, où x, y, z sont des réels. Alors, il est caractérisé par cette équation, l'équation d'appartenance à grand U. De cette équation, je peux tirer que z égale x plus y. Donc, l'élément U va s'écrire x, y, x plus y. Tout d'abord, je dois signaler que écrire U horizontalement ou verticalement, ça n'a pas d'effet. C'est la même chose. C'est juste pour bien voir ici l'addition, quand l'addition terme à les composantes de la même ligne. Première composante, deuxième composante, troisième composante. Alors maintenant, justement, cet élément U, donc j'ai dit qu'il s'exprime ainsi, en remplaçant z par x plus y. Maintenant, je vais décomposer ça en l'élément x0, x plus l'élément 0, y, y. Et faire sortir le x, donc x que multiplie le vecteur 1, 0, 1, plus y que multiplie le vecteur 0, 1, 1. Et donc, vous voyez que U appartient à grand U si et seulement si les combinaisons linéaires de deux vecteurs. Ce premier vecteur que j'appelle V1 et le deuxième vecteur qui s'appelle V2. Or, l'ensemble des combinaisons linéaires
de deux vecteurs, c'est ce qu'on note vectoriel TU. Et par définition dans le cours, c'est un sous-espace vectoriel. Je rappelle que l'ensemble des combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs est un sous-espace vectoriel de R3, si les vecteurs sont dans R3. Et donc, on voit non seulement que c'est un sous-espace vectoriel ce grand U parce qu'il s'identifie avec vectoriel de V1, V2, mais qu'il est engendré par deux vecteurs. Et ça nous donne un renseignement sur la dimension qui est inférieure ou égale à 2. Mais elle est exactement égale à 2 parce que ces deux vecteurs, manifestement, forment un système libre. C'est très facile. Donc, si vous prenez alpha 1, 0, 1 plus bêta 0, 1, 1 égale le vecteur nul 0, 0, 0, vous trouvez bien sûr alpha égale bêta égale 0. Donc là, alors, je donne une conclusion où il y a beaucoup plus que ce qui est demandé. Alors, donc, on constate que U est un sous-espace vectoriel de R3 engendré par V1, V2. Voilà, on peut s'arrêter là. Qui est en même temps une base puisque les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Je vous laisse faire ça comme petit exercice, je l'ai dit oralement. Voilà donc la deuxième méthode, très utile lorsqu'on vous demande de trouver en même temps soit un système générateur ou bien une base. La deuxième question dans cet exercice, trouver un vecteur U simultanément orthogonal à E1 et E2. Ce qui veut dire qu'il est orthogonal aux deux vecteurs E1 et E2. Bon, on va prendre un vecteur quelconque. X, Y, Z, inconnu. Alors, il est orthogonal à ces deux vecteurs si son produit scalaire avec les deux vecteurs est nul. U, E1 égale 0, U, E2 égale 0. Produit scalaire. Alors, exprimons cette propriété. Produit scalaire égale 0 avec E1. Ça veut dire, voici le vecteur U. Et voici le vecteur E1. Où est-ce qu'il est E1? Il est là. Donc, quand vous faites le produit scalaire, vous multipliez, vous faites la somme du produit des composants dans le même rang. C'est-à-dire x fois 1 plus y fois 0 plus z fois 1. Qu'est-ce que ça donne? X plus z égale 0. Voilà ce que ça veut dire. Le produit scalaire UE1 égale 0, ça veut dire x plus y égale 0. Et x plus z égale 0. Pardon. Et le produit scalaire U avec E2 égale 0, ça veut dire que vous faites le produit scalaire de ce vecteur x, y, z avec E2. Alors cette fois-ci, c'est x moins y moins 1 fois y. Et plus z fois 0, ce qui donne x moins y égale 0. Ceci est un système très facile. Vous prenez x comme paramètre. Alors donc vous avez y égale x et z égale moins x. Donc les solutions de ce système sont x, x, moins x. Qu'est-ce qu'on a ici? Une infinité de solutions. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Un vecteur. Alors je peux prendre le plus simple, c'est 1, 1, moins 1. Alors on voit ici que c'est une droite vectorielle. En fait, ceci est prévisible parce que si vous prenez ces deux vecteurs qui sont manifestement linéairement dépendants, là aussi je vais vous dire, facile à démontrer. Alors donc, ils définissent un plan. Et là, vous cherchez un vecteur qui est orthogonal. Alors, l'orthogonal, un vecteur qui est orthogonal va être donc porté par une droite. Ici, on trouve la droite, cette droite engendrée par le vecteur 1, 1, moins 1, que je donne comme réponse, puisque l'énoncé vous demande un vecteur. D'accord? L'énoncé nous demande aussi dans la troisième question de trouver l'angle entre ces deux vecteurs qui interviennent dans la deuxième question. Alors pour calculer, on va calculer son cosinus, et il nous demande toutes les valeurs possibles de l'angle. Bon, il peut y avoir de valeurs possibles. Alors, je calcule le cosinus de E1, E2, formule du cours. C'est le produit scalaire E1, E2 multiplié par la longue de 1 fois la longue de E2. Alors, nous avons les vecteurs ici, E1 et E2. Quel est le produit scalaire entre eux? 1 fois 1, 0 fois moins 1, 1 fois 0. Faites la somme, vous aurez 1, tout simplement. Voilà, 1. La norme de E1, racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. La norme de E2, même chose, racine de 2.
multiplication d'émetteur, donc on trouve le cosinus égale 1,5. Quel est l'angle dont le cosinus égale 1,5? Le plus simple que nous connaissons, c'est pi sur 3. Hein? L'angle égale à pi sur 3. Mais son opposé aussi, il a pour angle, hein, non, pas son opposé, plutôt moins pi sur 3. Pi sur 3 et moins pi sur 3. En radian, c'est son opposé, mais dans la figure, ce sont des angles. Vous avez E1 est un vecteur donc qui fait un angle de 60 degrés avec l'horizontale et celui-ci moins 60 degrés avec l'horizontale. Alors pi sur 3. Alors pourquoi je mets ici 2pi? Ça veut dire pi sur 3 plus 2kpi. Hein? Si vous avez l'angle pi sur 3, vous faites un tour de 2pi, où il y a 2kpi, vous retrouvez le même angle. C'est pourquoi on dit E1, E2 égale pi sur 3 modulo 2pi. Donc je répète, cette écriture veut dire tous les angles de la forme pi sur 3 plus 2kpi, k appartenant à z. Ou bien, moins pi sur 3 plus 2kpi, k appartenant à z. Alors on écrit égal moins pi sur 3 modulo de pi. Voilà. Bon, cette appellation, peut-être elle est étrangère pour les étudiants de SMPC, mais on doit bien apprendre à connaître ces notations. Si vous voulez être... si vous donnez simplement E1, E2 égale pi sur 3 ou E1, E2 égale moins pi sur 3, c'est bien. D'accord? Vous donnez deux angles dans l'intervalle moins pi plus pi. Le deuxième exercice que voici, donc voici la base E1, E2, E3, la base canonique. Alors ici pour les notations, dans l'exercice précédent, E1, E2 c'était des vecteurs, ici c'est la base canonique, mais sachez que dans ces exercices, je crois, on ne vous le dit pas dans l'énoncé, mais ces exercices sont totalement indépendants. Totalement indépendants. Ce E1, E2, 3, la base canonique, n'a rien à voir avec la notation E2 dans l'exercice précédent. Donc la base canonique, tout le monde la connaît. Hein. E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0, E3 c'est 0, 0, 1. Alors on se donne une autre famille, et B'. Alors on dit la base, voilà. Donc ici, alors on dit la base formée par les vecteurs définis. Alors je vais vérifier l'énoncé initial qui m'a été donné. Oui, c'est la famille de R3. Je m'excuse, donc c'est la famille, soit E2, la famille de R3. Parce que si on dit que c'est une base, ça n'a aucun sens de montrer que B' est une base. Donc c'est la famille de R3. Alors donc, une deuxième, une famille, hein, n'est pas une base, j'ai corrigé, formée des vecteurs F1, F2, F3, définie ainsi, vous voyez la définition, montrer que B' est une base de R3. On a déjà fait des exercices comme ça. Il y a des méthodes différentes pour montrer ça. L'une des façons les plus simples, c'est de savoir que quand on a trois vecteurs dans un espace de dimension 3 qui est R3 ici, il suffit de démontrer que cette famille est libre, ou bien qu'elle est génératrice. Il est plus simple de démontrer qu'elle est libre. Donc, alors je répète, si une famille a le même nombre que la dimension, une famille dans l'espace qui est de dimension 3, elle forme 3 éléments, il suffit. C'est pas la peine de montrer qu'elle est génératrice, il suffit de montrer qu'elle est libre. C'est ce que nous allons faire. Donc on va prendre soit alpha, bêta, gamma des réels tels que alpha F1 plus bêta F2 plus gamma F3 égale 0. Alors j'ai mis le 0 en gras, ça veut dire le vecteur 0, 0, 0. Attention, ce n'est pas le réel 0, parce que ça c'est une somme de vecteurs de R3. Elle est égale à un vecteur de R3 qui est l'élément nul. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que nécessairement ces alpha, bêta, gamma sont tous nuls. Alors donc, voilà, on part de ceci, une combinaison linéaire des F1, F2, F3 est nulle. Donc je remplace F1, F2, F3 par leurs valeurs qui sont ici, vous voyez sur le texte. Donc voilà, je remplace. Puis après, je vais
grouper les composantes qui correspondent à un même vecteur. Donc ici, par exemple, pour le vecteur E1, qu'est-ce qu'on a? On a juste alpha E1, donc alpha E1. Pour le vecteur E2, qu'est-ce qu'on a? On a moins alpha E2 plus bêta E2, donc je l'écris comme ça. Et puis pour le vecteur E3, nous avons alpha E3 moins bêta E3 plus gamma E3, donc ce qui donne ceci. Or, E1, E2, E3, par l'énoncé, et puisque c'est une base, la base canonique, c'est un système libre. Et donc, toute combinaison linéaire qui implique ces vecteurs est nécessairement fermée par des composantes nulles. Donc, nous aurons alpha égale 0, moins alpha plus bêta égale 0, et cette parenthèse alpha moins bêta plus gamma égale 0. La première vous donne alpha égale 0, vous remplacez ici 0, vous trouvez bêta égale 0. Vous remplacez ici alpha et bêta nuls, vous trouvez gamma égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Tous nuls, toutes alpha, bêta, gamma nuls. À partir d'une combinaison linéaire des vecteurs Fi égale au vecteur nul de R3, tous les scalaires, toutes les composantes, ou tous les scalaires donc, qui interviennent sont nuls. C'est bien ça, B' est libre. Et par conséquent, je répète, parce qu'il est libre, qu'il y a le même nombre d'éléments que la dimension 3, alors c'est une base. Deuxième question, calculer la matrice de passage de B à B'. Nous avons une base initiale, la base canonique, et nous avons, si vous voulez, fabriqué une autre base, B'. Quelle est la matrice de passage? La matrice de passage, c'est celle qui regroupe les vecteurs, les composantes des vecteurs de la nouvelle base, F1, F2, F3, les composantes. Alors, ici, F1. F1 a pour composante 1 sur E1, moins 1 sur E2 et 1 sur E3. En effet, regardez. Où est-ce qu'il est ce F1? Voilà, ses composantes, c'est 1, moins 1, 1. Donc, vous écrivez dans la première colonne, 1, moins 1, 1. Pour F2, qu'est-ce qu'on a F2? Il a 0 sur E1, donc il a 0, 1, moins 1. Qu'est-ce que j'écris? 0, 1, moins 1. Et F3 égale E3, je me rappelle de ça, donc F3 égale E3, donc il n'a qu'une composante sur E3, donc 0, 0, 1. Voici la matrice de passage. On ne peut pas ne pas répondre à cette question. Il suffit juste d'apprendre comment on fait. Dans un schéma, donc si je peux... Vous avez ici la matrice, le vecteur F1. Et ici les vecteurs E2, E3. Qu'est-ce qu'on a d'ici composantes? 1, E1, moins 1, E2 et 1, E3. Bon. Le vecteur F2, 0, E1, 1, E2, moins 1, E3. Et le vecteur F3, pardon, est égal à E3. Donc, 0, 0, 1. Voici la matrice de passage B à B'. Voilà. Alors, dans la question suivante, nous devons trouver la matrice B' à B. Donc, nous allons mettre le E1. Alors, ce que j'ai écrit ici, et là, c'est juste une légende, et juste une explication. Ce que vous devez répondre, c'est ça, c'est la matrice. Bon, si vous écrivez ça en haut et en bas avec une autre couleur, ben, c'est pas grave. Donc maintenant, nous devons écrire E1, E2, E3 en fonction des F1, F2, F3. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, je pense que c'est la question numéro 3. Écrire la matrice de passage P, B', P de B' à B. Alors, partons de la relation la plus simple, la troisième, F3 égale E3. Donc, c'est déjà fait. Alors, E3 égale 0, 0,
F3. Donc, on a 0, 0, 1. Ensuite, nous avons, d'après l'énoncé, F2 égale E2 moins E3. Alors ici, je vais déduire cette relation va me donner ceci. Donc E2, en faisant passer le moins E3 de ce côté-là, donc E2 égale F2 plus E3. Et je remplace E3 par sa valeur F3, et donc je trouve E2 égale F2 plus F3. Si bien que E2, il admet une composante sur F2, une autre sur F3. Donc 0 sur F1. 0, 1. Et pour E1, alors cette relation va me donner ceci. Va me donner ça. Comment? Juste en faisant passer cette quantité-là de l'autre côté. Et je vais avoir E1 égale F1, le moins E2 passe de ce côté, donc plus E2, et le E3 passe de l'autre côté, moins E3. Et puis je remplace E2 par sa valeur que j'ai trouvée, sa valeur c'est F2 plus F3, et E3 par sa valeur F3. Je fais le compte, il y a F3 moins F3 qui s'élimine, et je trouve donc E1 égale F1 plus F2. Ainsi, E1 a une composante 1 sur F1 et une composante 1 sur F2 et 0 sur F3. Donc la matrice de passage, je peux... la matrice de passage, donc... je vais retourner en arrière. Avec une autre couleur. E1, E2, E3. E1, E2, E3. Pas très clair. E2, E3. Et ici, en fonction de F1, F2, F3. Alors, le plus simple, qu'est-ce qu'on a dit? C'est E3 égale F3. Donc, E3 égale F3, ça veut dire qu'il a 0 composante sur F1, 0 sur F2 et 1 sur F3. 0, 0. Alors, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a trouvé pour E2. Alors, pour E2, nous avons trouvé F2 plus F3. F2 plus F3. Donc, 0 composante sur F1. F2 plus F3. Donc, il a comme composante 1, 1 et 0 sur F1. Et pour E1, qu'est-ce qu'on a trouvé? F1 plus F2. Donc, une composante 1 sur F1, 1 sur F2 et 0. Voilà la matrice de passage P, B' à B. B' vers B. Passage de B' vers B. Voici la réponse à la question. Très bien. Alors maintenant, nous avons un troisième exercice sur les complexes. Nous avons un nombre complexe et on nous demande de calculer Z2 et l'écrire sous forme algébrique, x plus y. Allons-y tout de suite. Je calcule Z2. Alors, le carré, donc Z c'est la forme A plus B. Donc le carré de cet élément, c'est ça. Le carré de cet élément, alors attention, I au carré c'est moins 1, donc il est là le moins 1, et le carré de la partie imaginaire. Le voici. Je n'ai pas effectué encore les calculs. Et le double produit, c'est 2 fois 1/2, et voilà. I, il est là. Et puis la racine fois la racine, voilà. Sans effectuer le calcul pour l'instant. Alors maintenant, le carré de ça, qu'est-ce que ça donne? Un quart, et la racine carrée au carré, la racine qui est au-dessus disparaît. Donc il reste 2 plus racine de 2. Même chose ici. Moins un quart, 2 moins racine de 2. Et ici, 2 sur 2 fois 2, c'est 1/2. Le i, il est toujours là. Et ici, je mets tout le monde sur une même racine. Et regardons, ici, nous avons une identité remarquable du type A plus B à moins B. Donc, ça donne le carré de 2 moins le carré de racine de 2.
Le carré de 2, 4 moins le carré de racine de 2 qui est 2. Donc 4 moins 2 égale racine de 2. Donc tout ça, c'est racine de 2. Voilà. Et racine de 2 sur 2. Et ici, vous faites le compte, vous avez 2 qui s'élimine avec moins 2. Et racine de 2 qui se rajoute avec racine de 2. Donc ce sera 2 racines de 2 sur 4 égale racine de 2 sur 2. Et on trouve donc Z2. C'est quoi ce Z2? Écriture trigonométrique, c'est cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Vous savez que pi sur 4, il a pour cosinus racine de 2 sur 2 et pour sinus racine de 2 sur 2. Voilà donc l'écriture trigonométrique. Maintenant, dans la deuxième question, on déduit l'écriture de Z sous forme trigonométrique, lui aussi, avec un angle θ et un module ρ. Alors, d'abord, nous avons trouvé dans la deuxième question ceci. Et ça, c'est l'écriture exponentielle. Elle est beaucoup plus utile pour moi pour trouver la racine. Parce que comment on trouve la racine lorsqu'on a l'écriture comme exponentielle d'un nombre complexe? Il suffit de prendre Z2, c'est un nombre complexe. Je sais qu'il a pour racine Z, mais moi, je me dis, je ne sais pas laquelle est égale à Z. Alors, il a deux racines, je les appelle Z1 et Z2. Les racines de ça, ce sont des nombres complexes opposés d'abord. Je prends le plus simple, qui a pour module, ils ont tous les modules, le même module. Hein. La racine du module de celui-là. Ici, c'est 1. Donc, racine 1. Bon, voilà. 1. Et l'angle, pi sur 4, vous divisez par 2. Vous avez pi sur 8. Mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, modulo de pi, pi sur 8 plus de kpi. Mais je prends le plus simple, puisque je cherche deux racines. Alors, pi sur 8, ça marche. Ça donne ceci. Mais quand on a une racine, son opposé est aussi une racine. Et ce n'est pas la peine que je l'écrive en fonction exponentielle. Si je fais un petit compte, ici, moins 1, c'est quoi moins 1? C'est exponentielle moins ipi, ou bien exponentielle ipi. Donc, si vous faites E moins ipi, et ici E, ipi sur 8, vous trouvez exponentielle. Vous trouvez quoi? Exponentielle moins 7 i pi, alors pi sur 8. Sur 8. Voilà. Exponentielle moins 7 pi sur 8. Ce n'est pas demandé. Je n'ai pas besoin de ça. Ça ne me sert à rien du tout. Voilà les racines. Parce que la question, c'est quoi la question? La question, c'est écrire Z sous forme de trigonométrique. Ce n'est pas chercher les racines écrire Z sous forme trigonométrique. Moi, j'ai fait cette étape intermédiaire en écrivant les racines. Z1 écrit, bien écrit, avec sa forme trigonométrique, sa forme exponentielle et son opposé. Je dis que moins Z1, sa forme exponentielle, c'est exponentielle moins I7 pi sur 8. Mais je sais que Z est une racine de Z2, c'est clair. Z2 égale Z2. Donc Z, il est ou bien égal à Z1 ou bien égal à moins Z1. Alors comment je vais savoir lequel est le bon parmi ceux-là? Z admet une partie réelle positive. Et ici, vous allez me dire laquelle est positive. Je vous dis celle-ci, cosinus pi sur 8. Pourquoi? Parce que pi sur 8 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc, son cosinus est positif. Comment vous savez ça? Je sais parce que je connais la courbe de pi sur 2, du cosinus. Hein? Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, elle est positive. Elle est positive. Elle va de 0 en moins pi sur 2, elle remonte jusqu'à 1 en 0 et descend vers 0 en pi sur 2. Elle est positive. Donc, par contre, si celui-ci est positif, donc celui-là, sa partie réelle est négative. Donc, lequel est Z? C'est cet élément. Ainsi, Z est égal, qui par hypothèse, c'est ça, sera égal à ceci. Et donc, il ne reste plus pour faire la quatrième question. C'est quoi la quatrième question? Trouver le cosinus de pi sur 8 et sinus pi sur 8. Donc, qu'est-ce qui reste à identifier ici? Partie réelle égale partie réelle. Donc, cosinus de pi sur 8 égale racine de 2 plus racine de 2 divisé par 2.
Et le sinus, c'est cette partie imaginaire, la racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Et j'écris donc, en identifiant les parties réelles et les parties imaginaires des 2 membres de l'inégalité précédente, on obtient ceci, le cosinus de pi sur 8 et sinus de pi sur 8. Voilà donc pour cet exercice. Alors donc, je vais terminer cette partie de la correction de cet examen dans cet exercice numéro 3 et nous allons continuer la correction bientôt. Demain, Inch'Allah, je vais continuer à faire la correction pour ne pas faire un enregistrement très long. Il reste 3 exercices à faire. Je vais vous montrer lesquels exercices il reste. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Des exercices intéressants. Mais je ne sais pas, moi, je trouve que cet examen il est beaucoup plus facile que celui de l'année dernière. Du moins parce que, je trouve, par exemple, ici, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'écriture, si vous ne savez pas comment faire. Et là, une équation paramétrique, vous allez voir tout ça. Donc, il reste l'exercice 4, 5 et 6 à faire pour la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention. Au revoir.